idée. Nous allons évoquer les addictions au temps et au lieu du travail, qui reste un sujet quand même important, même si c'est un sujet de fond, moins urgent que ceux que vous connaissez dans le moment, mais qui nous permettront de voir un petit peu quels sont les outils en entreprise pour pouvoir combattre en amont et en aval certaines addictions au temps et au lieu du travail. Alors, on va évoquer l'analyse juridique des pratiques addictives en entreprise. On va voir ensemble quels sont les textes applicables. On va mener une réflexion autour des moyens à la disposition de l'entreprise pour réduire les comportements à problème. Pour commencer, quelques chiffres, si vous voulez bien. Une mission de service public a été confiée par les pouvoirs publics à l'organisme France Stratégie et qui a mis en lumière des chiffres qui restent significatifs. L'alcool cause près de 40 000 décès par an, le tabac cause près de 73 000 décès par an. Bien évidemment, l'entreprise qui est une micro-société n'est pas épargnée et on va retrouver exactement les mêmes proportions de ces chiffres à l'intérieur de l'entreprise. La consommation sur le lieu de travail va résulter principalement de 3 vecteurs. Le premier, l'importation de la vie privée du salarié sur son lieu de travail, c'est-à-dire qu'on va ramener les problèmes de son domicile à l'entreprise, on va ramener sa consommation d'alcool, de stupéfiants, on va ramener également, le cas échéant, les bouteilles d'alcool et puis ce qui permettra de consommer les stupéfiants. Les sollicitations et facilitations sont le deuxième vecteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le déjeuner entre collègues et les pots, les apéros avec les collègues vont être facilitateurs. Et troisième vecteur, le dopage pour tenir. Là, ça va être volontairement que le salarié va créer cette addiction parce que sans ça, il estime qu'il ne serait pas en mesure de pouvoir assumer ses fonctions. L'entreprise est donc un lieu par définition de sensibilisation, d'information et d'action pour lutter contre ces addictions parce que, on va pouvoir apporter aux salariés des messages qu'il ne pourrait trouver par ailleurs, qu'il n'a pas naturellement sous la main dans son environnement personnel ou familial. On va pouvoir sensibiliser, on va pouvoir prévenir, on va pouvoir aussi enrayer ce phénomène et ne pas systématiquement devoir intervenir en aval. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, confiée pour la période 2018 à 2022, c'est très récent, a révélé que 30% environ des actifs fument quotidiennement, 7,3% des actifs sont des consommateurs d'alcool à risque et 16,7% des actifs consomment des médicaments psychotropes. Ce sont des chiffres qui sont quand même assez élevés et qui laissent augurer effectivement tous les comportements déviants que l'on peut trouver. Ce sujet reste donc un sujet particulièrement préoccupant en termes de santé publique et de santé au travail, bien évidemment. Dans la mesure où on sait que cette problématique de santé au travail va avoir des répercussions directement au sein de l'entreprise sur son obligation de sécurité de résultat, on va donc prendre toute la mesure de ces pratiques addictives. L'obligation de sécurité de résultat, vous la connaissez, et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est énoncée à l'article L4121-1 du Code du travail, dispositions qui nous disent que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, cela a plusieurs déclinaisons, notamment de prendre des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail, de prendre des actions d'information et de formation, levier qui est de plus en plus passé au crible des juridictions prud'homales, notamment sur la formation. De plus en plus d'arrêts sanctionnent les entreprises pour avoir manqué à leur obligation de formation. Et troisième levier, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Cette obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de sécurité de résultat, c'est-à-dire que l'on ne peut pas simplement considérer que l'employeur doit avoir mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir
le cas échéant, échouer à protéger la santé et la sécurité des salariés. En revanche, à l'inverse, il existe aussi une obligation de sécurité, cette fois qui pèse sur les épaules du salarié, et qui est issue de l'article L4122-1 du Code du travail, mais qui, celle-là, n'est pas une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, quand les deux obligations de sécurité se trouvent confrontées, nécessairement, c'est l'employeur qui va engager sa responsabilité et qui sera contraint malheureusement eh bien, de faire le constat que la faute, le comportement inadapté du salarié ne suffira pas à pouvoir l'exonérer de sa responsabilité. Et s'agissant plus précisément de l'obligation de sécurité du salarié, vous avez un article L4122-1 du Code du travail qui nous dit la chose suivante: conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur, pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, etc., etc. On a un dernier alinéa qui nous dit « Les dispositions de cet alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur ». C'est ce que l'on disait à l'instant. Le simple fait pour le salarié de méconnaître son obligation de sécurité ne va pas permettre à l'entreprise d'être exonérée de sa propre responsabilité. Mais au travers de cette obligation de sécurité du salarié, vous comprenez ainsi que tout comportement inadapté du salarié, qui serait notamment causé par l'addiction, par une pratique addictive, par une consommation d'alcool, par une consommation de stupéfiants, eh bien, pourrait engager sa responsabilité dès lors qu'il mettrait en danger la santé et la sécurité de ses collègues de travail avec qui il va partager son poste, avec qui il va être amené à évoluer sur une machine, etc., etc. Alors, quelles sont les addictions au travail? J'ai essayé de vous classer les addictions en deux grandes catégories. Une catégorie d'addiction sans produit et une catégorie qu'il est plus aisé d'imaginer avec produit. Les addictions au travail sans produit sont par exemple des addictions au jeu, des addictions au téléphone portable, Internet, etc. pour son compte personnel. Il n'y a pas besoin d'avoir un produit particulier pour ces addictions et elles ne sont pas sanctionnables en tant que telles. Consulter Internet pendant son temps de travail n'est pas sanctionnable en tant que tel, mais ce sont les conséquences qui sont attachées à ces addictions qui sont, pour elles, sanctionnables. Par exemple, et pour revenir à l'Internet, l'utilisation abusive d'Internet ou du téléphone portable au temps et lieu du travail pour son compte personnel peut être sanctionnable en ce qu'il constitue un manquement à l'obligation de loyauté du salarié. L'obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin d'avoir rédigé un contrat de travail avec une mention particulière sur le respect de l'obligation de loyauté. Même si vous n'avez pas de contrat de travail écrit avec un salarié, eh bien, cette obligation de loyauté est inhérente, et c'est là l'une des rares obligations qui est opposable au salarié, qui soit tacite et qui ne nécessite pas d'avoir été rédigée et convenue par écrit. Et puis, vous avez les addictions avec produit. Là encore, on peut faire deux catégories. Les addictions qui sont considérées aux yeux de la loi comme licites et les addictions qui sont considérées dès le stade de la loi générale comme illicites. Ainsi en va-t-il notamment des drogues, etc. On va revenir là-dessus. Pour ce qui est des addictions, enfin des produits, licites, vous avez dans le Code du travail, ce qui est l'héritage napoléonien, ça commence à bien se savoir, hein, Napoléon avait rédigé le Code en ce sens, eh bien, la possibilité de consommer du vin, du cidre et du poiré, cela est toujours un héritage de l'ère napoléonienne, et on le retrouve à l'article R 4228-20 du Code du travail. Ce que l'on peut sanctionner, en revanche, sans avoir besoin d'avoir d'autres références que celles de la loi générale, eh bien, c'est la consommation excessive. On peut également aller plus loin et consommer la seule consommation, qui dans ce cas ne serait pas
excessive, à la condition toutefois d'avoir instauré les règles adéquates dans l'entreprise. Et on verra quelles sont ces règles un tout petit peu plus tard. Vous avez également, entre autres addictions, avec produits, eh bien, des addictions et des consommations qui sont illicites de par la loi, notamment les drogues, type cannabis, héroïne, cocaïne et autres, dont la seule consommation peut être sanctionnée. Et en ce qui concerne le vapotage et la cigarette, puisque désormais le vapotage est également sanctionné au titre de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, eh bien, le principe, c'est que désormais, il est interdit de vapoter sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Il en va de même de la cigarette, qui a retrouvé ce principe dès la loi E20 du 10 janvier 1991, interdiction de fumer dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Ça veut dire qu'à contrario, puisque nous sommes juristes, on réfléchit toujours à contrario, eh bien, on peut vapoter ou fumer dès lors que les lieux de travail ne sont pas fermés et couverts à usage collectif. Donc, sur un lieu individuel qui n'est pas fermé et couvert, vous avez la possibilité de fumer, sauf à ce que l'entreprise en ait décidé autrement et ait pris les règles qui aillent bien. Que fait-on dès lors qu'il y a une situation de danger pour la santé et la sécurité d'un salarié et qui puisse justement, précisément, résulter d'une addiction au travail? On va avoir le recours au droit d'alerte et au droit de retrait pour le salarié, mais également pour les représentants du personnel. Le salarié qui trouve son fondement à l'article L4131-1 du Code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Et cet article consacre également le droit de retrait, puisqu'il est rédigé de la façon suivante: il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dès lors que la situation de travail montre que le danger grave et imminent persiste, résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Donc, par exemple, vous avez un salarié en état d'ébriété qui, dans le cadre de ses fonctions, va menacer la sécurité de ses collègues de travail, par exemple sur des opérations en hauteur, sur des conduites d'engins ou autres situations. Eh bien, les autres salariés vont avoir la possibilité d'user de leur droit d'alerte, c'est-à-dire d'informer leur employeur de la situation qui présente un danger grave et imminent et de cesser leur fonction sur le champ, sans qu'il ne puisse être opéré de retenue sur salaire. Et ces salariés seront légitimes, bien évidemment, à ne pas reprendre leurs fonctions tant que persistera cette situation de danger. Ça signifie, autrement dit, que tant que l'on sera en fonction avec le salarié qui sera dans un état d'alcoolémie avancé, eh bien, le salarié concerné pourra ne pas reprendre son emploi. Donc, il va falloir de toute façon, à un moment donné, régler le sujet de ces addictions au travail. L'appréciation de la dangerosité que présente la situation est une appréciation subjective, une fois n'est pas coutume, et non objective. Cela signifie que le salarié va pouvoir estimer lui-même dans son fort intérieur que la situation présente un danger grave et imminent, mais qui ne serait pas nécessairement partagé par d'autres, et en tout état de cause partagé par le juge. Le juge va simplement devoir se placer en lieu et place du salarié pour estimer si raisonnablement il pouvait estimer que la situation présentait ce danger grave et imminent. Si l'exercice du droit de retrait est légitime et donc s'il avait un motif raisonnable de considérer la situation dangereuse, le salarié ne va pas subir de perte de salaire ni se voir sanctionné, parce que alors toute sanction serait considérée comme nulle et tout acte subséquent également, notamment licenciement, et n'est pas tenu de reprendre son poste tant que la situation est inchangée. À l'inverse, et s'il n'existe pas de motif raisonnable
de penser que la situation présente un danger grave et imminent, le salarié va se voir retenir le salaire afférent à la période pendant laquelle il s'est retiré et va pouvoir se faire notifier une sanction disciplinaire qui, là, pour le coup, sera parfaitement licite. Et vous comprenez, alors nous situons à la date de ce mois de novembre 2020, à quel point cela peut faire écho à toute cette période de Covid dont nous sommes actuellement en train de traverser, particulièrement pendant le premier confinement. On a eu beaucoup de questions liées à ce droit d'alerte et à ce droit de retrait, parce que certains salariés pouvaient estimer les situations dangereuses et se retirer. Il fallait examiner si leur considération de la situation dangereuse était raisonnable ou non. Et si c'était raisonnable, alors il fallait appliquer le régime applicable pour le droit d'alerte et le droit de retrait, donc pas de sanctions, pas de retenue, etc. etc. L'exemple des addictions au travail n'est qu'une illustration de ce droit d'alerte et de ce droit de retrait généraux. Vous avez un exemple qui vous est donné, celui de l'abandon de poste sans autorisation qui fait courir un risque d'accident à un autre salarié. Eh bien, dès lors que cet abandon de poste, fût-il légitime, fait courir un risque d'accident à un autre salarié, il va constituer une faute, pouvant même aller jusqu'à la faute grave, dès lors que l'intéressé connaissait le caractère impératif de consignes de sécurité qu'exigeait la présence simultanée de 2 personnes sur la machine. Donc ça, c'est intéressant également parce que, eh bien, finalement, même si le salarié a un motif légitime de se retirer d'une situation, il ne peut le faire que s'il s'est assuré que la situation qu'il va créer n'aura pas elle-même de conséquences sur le plan de la santé et de la sécurité pour les autres collègues de travail avec lesquels il est en collaboration. Indépendamment de ces utilisations des droits d'alerte et de retrait du salarié, vous avez également le droit d'alerte du CSE qui a été rétabli initialement ôté par les ordonnances, mais rétabli par la loi de ratification des ordonnances, la loi du 29 mars 2018, qui ratifie les ordonnances du 22 septembre 2017. Alors, dès lors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour l'entreprise? Eh bien, on a plusieurs outils quand même que l'on peut mobiliser. Le premier, c'est consulter le CSE sur les pratiques addictives dans l'entreprise, définir une mission d'audit, enquêter sur ces questions pour déjà savoir ce qui existe dans l'entreprise et dont on ne serait pas nécessairement parfaitement informé, sensibiliser, connaître l'ampleur réelle du problème, et puis avoir recours à une commission santé, conditions de travail, soit qu'elle soit créée parce qu'on est dans une entreprise de plus de 300 salariés et que c'est obligatoire, soit qu'elle soit créée volontairement dans les entreprises de moins de 300 salariés, soit que l'on se tourne vers le CSE qui reprend naturellement les missions qui sont confiées à la commission santé et conditions de travail parmi ses autres compétences. Et on va pouvoir se saisir des questions inhérentes à l'alcool, faire des propositions de campagne, de sensibilisation, de formation, etc. Cette commission va être créée dans les entreprises de moins de 300 salariés, on le dit, soit à la demande du chef d'entreprise, soit à la demande d'ailleurs de la directe, qui peut l'imposer. Et puis, on va surtout s'appuyer sur le règlement intérieur. Alors, en ce qui concerne l'alcool, premier élément, on l'a vu, un article R 4228-20 du Code du travail nous rappelle « Aucune boisson alcoolisée, autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré, n'est autorisée sur le lieu de travail. » Donc, à contrario, le vin, la bière, le cidre et le poiré sont autorisés de par la loi. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L 4121-1 du Code du travail, prévoit dans le règlement intérieur, ou à défaut par note de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, nous dit l'article,
qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation, voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. On a donc là, dans cet article réglementaire, la méthode. Pour la Cour de cassation, et là, on a une différenciation d'analyse de nos deux ordres judiciaires et administratifs. C'est important parce que, évidemment, tantôt on sera jugé par l'un parce que les relations sont celles classiques d'une entreprise à son salarié, donc de l'ordre du judiciaire, tantôt on sera jugé par l'autre parce que les relations ne sont pas du classique et l'on doit se tourner vers les juridictions administratives, notamment en ce qui concerne les salariés protégés. Pour la Cour de cassation et les juridictions judiciaires, l'employeur peut toujours interdire dans son règlement intérieur la consommation d'alcool. Et ça, c'est une position qui est constante depuis un arrêt de 1969, c'est dire si ce n'est pas récent. En revanche, pour le Conseil d'État et pour les juridictions administratives, le règlement intérieur ne pouvait interdire purement et simplement la consommation d'alcool dans l'entreprise. Il était nécessaire de caractériser une situation particulière de danger ou de risque. Et ça, c'était une position qui avait été particulièrement affirmée en 2012. Avec la publication d'un décret du 1er juillet 2014, il est devenu indispensable de surcroît de caractériser le but proportionné à la limitation de la consommation d'alcool par la protection de la santé et de la sécurité pour encadrer la consommation d'alcool au temps et au lieu du travail. Par exemple, pour les travaux dangereux, il fallait justifier, énoncer, etc., en quoi le poste de travail pouvait se révéler dangereux. Donc, on caractérisait l'existence de postes de travaux dangereux, conduite d'engins, fonctions liées à des impératifs de sécurité, conduite d'un camion d'entreprise ou d'un véhicule, etc., etc. Il fallait nécessairement qualifier tous ces postes de travail. Toutefois, et ça c'est très récent, le Conseil d'État a opéré une évolution de sa jurisprudence en rendant une décision relative à la clause « tolérance zéro ». Vous avez peut-être entendu parler de cette décision rendue par le Conseil d'État le 8 juillet 2019, donc il y a quelques mois, et qui nous dit la chose suivante. L'employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures proportionnées au but recherché, limitant, voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. Ça veut dire quoi? Ça signifie que non seulement on a vocation à interdire totalement la consommation d'alcool au temps et au lieu de travail, mais en plus de cela, on a la possibilité aux salariés d'interdire de consommer de l'alcool en dehors de ses heures de travail à tel point qu'ils ne puissent en avoir encore les effets, l'imprégnation alcoolique au temps et au lieu du travail. Et ça, c'est réellement un revirement de taille pour le Conseil d'État. Si, lorsqu'il prévoit une telle interdiction dans le règlement intérieur de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure d'établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché, là ça ne change pas, on en revient toujours au même, justifiée par la nature des tâches, proportionnée au but recherché, il n'en résulte, nous dit le Conseil d'État, ni que le règlement intérieur ne pourrait légalement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent, ce que nous devions faire jusqu'à présent, ni que le règlement devrait comporter lui-même cette justification. Et alors là, on franchit le Rubicon, puisqu'on n'est plus tenu de justifier ni de l'un ni de l'autre, mais simplement que cette mesure poursuit un objectif de santé et de sécurité au travail, proportionné au but recherché, et qu'elle est justifiée par la nature des tâches à accomplir, sans que toutefois nous n'ayons l'obligation de fixer une liste de postes qu'il faudrait toiletter trop régulièrement peut-être, ou que, il faille expliquer pourquoi est-ce qu'on doit poursuivre cette interdiction d'imprégnation alcoolique.
Donc cet arrêt tolérance zéro va très loin et sur les mentions qui seraient obligatoires au règlement intérieur et sur ce qui est désormais possible d'interdire par l'employeur auprès de ses salariés. Par conséquent, la clause instituant une tolérance zéro est valable sous réserve d'avoir énoncé au règlement intérieur et de justifier que ces mesures sont proportionnées au but recherché. La justification par la nature des tâches à accomplir n'est pas prescrite ad validitatem, c'est-à-dire pour sa validité, dans le règlement intérieur, et la liste des postes de travail concernés n'a pas à figurer au règlement intérieur. Ajoutons à cela la nécessité de permettre aux salariés d'effectuer une contre-expertise pour contester le contrôle d'imprégnation alcoolique, et c'est toujours encore vivement conseillé. Donc, dès lors que vous inscrirez cette interdiction au règlement intérieur, il sera quand même extrêmement souhaitable de prévoir pour le salarié la possibilité de contester l'expertise en ayant recours à une contre-expertise qui permettra de donner un autre point de vue de son état. Le manquement à une disposition du règlement intérieur interdisant la consommation d'alcool au temps et au lieu de travail peut être sanctionné par une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, c'est-à-dire privative des indemnités de rupture et de préavis, à la condition toutefois, évidemment, que le règlement intérieur soit valablement rédigé. Ce n'est pas parce que le Conseil d'État a enlevé certains verrous aux clauses concernant l'alcool que l'on peut considérer que l'on n'a plus à prendre soin de cette rédaction, puisqu'il faut quand même continuer à veiller aux deux critères que l'on a vus juste avant. Quelques exemples dans la jurisprudence. On a pu constater qu'un salarié avait valablement été licencié pour faute grave, en ce qui concernait un déménageur, dès lors qu'il a été trouvé en état d'ébriété, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'avertissements dans le passé et qu'il a adopté un comportement similaire. Cette jurisprudence, ainsi que les suivantes, ont été rendues avant l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État. On a pour le moment très peu d'illustrations depuis juillet 2019 sur la jurisprudence rendue par le Conseil d'État et sur l'application et le décryptage de cette clause tolérance zéro. Pour la Cour de cassation encore, licenciement pour faute grave validé pour avoir consommé de l'alcool de façon excessive au cours d'une réunion professionnelle, entraînant un comportement agressif d'un salarié qui avait déjà été sanctionné par le passé. Licenciement pour faute grave encore pour un salarié qui a persisté, en dépit de plusieurs avertissements, dans des habitudes d'intempérance qui mettaient en danger la sécurité des autres salariés. Licenciement pour faute grave justifié encore pour un directeur d'agence qui s'est trouvé régulièrement sur son lieu de travail en état d'ébriété après le déjeuner, ce qui risquait de ternir durablement l'image de l'entreprise. Et là, c'est plus récent, c'est un arrêt de 2012. Le fait pour un chauffeur-livreur de conduire le véhicule de l'entreprise avec un taux d'alcoolémie constitutif d'une infraction pénale. Attention néanmoins aux situations dans lesquelles l'alcool fait partie des pratiques tolérées dans l'entreprise. Ce n'est pas parce que votre règlement intérieur sera parfaitement rédigé que vous pourrez valablement sanctionner des pratiques si vous avez vous-même été vecteur de ces pratiques déviantes. Par exemple, requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 ouvriers surpris en train de trinquer avec un verre de rosé à la main dans les vestiaires à 5 heures du matin, alors que l'employeur tolérait habituellement la circulation d'alcool dans l'entreprise. Donc, dans cette hypothèse, le règlement intérieur ne suffira pas à vous permettre de légitimer vos sanctions dès lors que l'on constate un usage d'accepter, de tolérer l'alcool dans l'entreprise. Donc, en conclusion, pour limiter ou proscrire la consommation d'alcool au temps et au lieu de travail, il est indispensable, évidemment, d'avoir inscrit cette interdiction dans le règlement intérieur et de justifier d'un intérêt légitime et proportionné au but recherché. Il est nécessaire également d'avoir précisé la procédure à suivre dans le règlement intérieur en cas de contrôle de l'état d'imprégnation alcoolique et d'inscrire et proposer aux salariés la possibilité de contester ce contrôle par une contre-expertise. Aujourd'hui, c'est toujours vivement recommandé. Peut-être que demain, on aura une position plus claire
des juridictions administratives et judiciaires qui nous diront il n'est pas nécessaire de, etc. Mais en l'état actuel de la jurisprudence, on ne peut pas l'affirmer. Donc, il est quand même vivement recommandé de continuer à prévoir un protocole ou la possibilité pour le salarié de solliciter cette contre-expertise. Enfin, l'entreprise doit veiller au respect de son règlement intérieur, au besoin en sanctionnant et ne pas tolérer certains comportements qui pourraient remettre en cause sa portée. Voyons maintenant ce qui peut s'appliquer aux stupéfiants. Eh bien, de la même façon, il est envisageable d'inscrire au terme du règlement intérieur une interdiction d'introduire et de consommer tout stupéfiant dont la détention est pénalement sanctionnée et la consommation interdite. Un test salivaire, par exemple, peut être effectué par l'employeur, à la condition bien évidemment d'avoir été prévu au règlement intérieur. Initialement, la Cour administrative de Marseille, la Cour administrative d'appel de Marseille, a estimé que l'employeur ne pouvait effectuer lui-même ces tests, nécessité de se tourner vers les services de police ou de gendarmerie ou vers le médecin du travail qui n'était pas toujours disponible au pied levé quand on en avait besoin. Mais plus récemment, le Conseil d'État a opéré un revirement depuis 2016. Ainsi, le recours au test salivaire est possible si le règlement intérieur le prévoit, si les fonctions du salarié le justifient, manipulation de machines ou de produits dangereux, conduite de véhicules, et là on retrouve l'ancienne égide de la jurisprudence du Conseil d'État sur l'alcool. Peut-être que cette jurisprudence sera amenée à évoluer dans les mois qui viennent pour se calquer parfaitement à la jurisprudence sur l'alcool. Et si le test est pratiqué par le supérieur hiérarchique ou l'employeur, à la condition qu'il soit tenu au secret professionnel sur les résultats obtenus, bien évidemment, c'est du secret médical, si le salarié a la possibilité de contester le test salivaire par un autre test ou une autre contre-expertise, et là on retrouve la similarité de process avec l'alcool. Donc, attention à la rédaction choisie et adaptée du règlement intérieur. En fonction de l'un ou de l'autre, il vous faudra particulièrement border votre clause sur l'alcool ou votre clause sur les stupéfiants. À défaut de rédaction valable, bien évidemment, la sanction notifiée est viciée et conduite à être annulée. Qualification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, puisqu'il s'agit de problèmes liés à la santé, à la sécurité et d'un élément qui peut être considéré comme discriminatoire. Donc là, l'article L1132-1 et suivant du Code du travail, la discrimination, c'est un des motifs de nullité d'une sanction. Et allocation de dommages d'intérêt, évidemment, afférents. Voilà les éléments que l'on pouvait dire sur l'addiction au temps et au lieu du travail. Probablement, nous pourrions faire évoluer ce support dans les mois, les années qui viennent, avec d'autres types d'addictions dont on peine aujourd'hui à pouvoir déterminer des chiffres parce qu'ils sont liés aux jeunes générations et que nous verrons peut-être arriver demain sur le marché du travail, notamment aux addictions aux écrans, aux addictions aux jeux en ligne, aux jeux d'argent et de hasard, aux réseaux sociaux, qui, semble-t-il, prennent des proportions importantes et significatives chez nos jeunes, qui considèrent, pour avoir récemment lu l'un des rares sondages à avoir été fait sur ce sujet, 60% des jeunes interrogés ont déclaré avoir joué au moins une fois à des jeux vidéo lors d'une journée d'école ordinaire au cours du dernier mois, pendant la journée d'école, et 94% des élèves ont utilisé les réseaux sociaux au cours de la semaine écoulée, avec en moyenne 2 à 3 heures par jour, ce qui est purement et simplement hallucinant. Voilà donc peut-être d'autres pratiques addictives qui seront peut-être encore plus délicates à encadrer, mais les bonnes idées viennent toujours de la base et on sera encore une fois inventif, vous serez encore une fois inventif, vous les entreprises, pour peut-être trouver les outils de travail qui iront bien. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ce webinaire. À défaut d'avoir eu le plaisir de vous voir, ma foi, j'espère que nous pourrons peut-être nous revoir dans d'autres formes de sujets, de thématiques présentielles dans les prochains mois. Merci à Marion Fief pour son support et son soutien, et merci à la IPVR pour cette belle idée et cette belle proposition. Je vous souhaite une bonne journée à tous.